RMC, After Angleterre, Thibaut Giangrande. Salut tout le monde, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Angleterre, le podcast qui débat de l'actu du foot anglais, dispo sur toutes les plateformes habituelles. Vous êtes peut-être déjà abonnés, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à les commenter, également noter, ça nous aide pour le référencement et vous le savez, depuis quelques semaines, on est désormais en direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot, onglet podcast ou playlist, c'est au choix. Vous pouvez venir nous voir et commenter, participer avec nous sous la vidéo au débat. Le taulier est là, notre drôle de dame anglaise Julien Laurent. Salut mon Juju. Salut mon Thibaut, salut à tous. Et un invité cette semaine qui suit pour le journal L'équipe, la sélection anglaise. Pierre-Étienne Minozio est là. Salut Pierre-Étienne. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut à tous et merci d'avoir invité. Invitation de Julien Laurence, je le précise. Ça y est, ils sont entrés dans une nouvelle ère, les Anglais. L'ère Thomas Tuchel, qui a donc débuté par 2 victoires contre l'Albanie, 2-0, puis la Lettonie, 3-0, des adversaires modestes, mais qui ont quand même permis de lancer sereinement le projet deuxième étoile de l'Angleterre. Y a-t-il déjà une patte Tuchel? L'Allemand a-t-il totalement réussi ses grands débuts? C'est notre débat de la semaine. 2 victoires pour commencer, je le disais, face à des adversaires modestes, on n'en attendait pas moins des Anglais contre l'Albanie et la Lettonie, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 premiers matchs de l'Angleterre, Julien? J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que contre l'Albanie et la Lettonie, tu ne peux pas non plus en tirer d'énormes jugements ou d'énormes leçons, mais j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent dans ce qu'il a voulu faire. Il a changé quelque chose déjà hors terrain, à St. George's Park, leur Clairefontaine à eux, dans l'approche des matchs, ce qu'ils pouvaient faire aussi à l'entraînement. Même dans le message qu'il a voulu transmettre, il avait répété avant le premier match que ce qu'il avait vu de l'Euro lui avait pas trop plu. Donc, il a mis une petite mine à Gareth Southgate aussi, en disant que l'Angleterre avait plus joué pour ne pas perdre à l'époque, avec la crainte plutôt que de jouer pour gagner, cette fin de gagner, et que lui voulait changer ça. Et après, sur le terrain, on a vu un 4-2-3-1 2 fois, plutôt intéressant. On parlera tout à l'heure peut-être de la position de Bellingham, puisqu'une fois il joue un peu plus haut, une fois il joue un peu plus bas, mais sinon j'ai trouvé que ça avait pas mal de cohérence. Et toi, Pierre-Étienne, pas mal, nous dit Julien. Est-ce que tu utiliserais le même terme? Je serais un tout petit peu moins enthousiaste parce que j'ai trouvé que les matchs étaient parfois durs à regarder. Après, c'est pas forcément de la faute de Tuchel, quoi. C'est juste les adversaires qui jouaient très bas et on les connaît, ces matchs internationaux. C'est pas toujours évident avec des équipes qui se parquent devant le but. Moi, j'ai souvenir par exemple d'un France-Luxembourg en 2017 qui avait fait 0-0. C'était un peu ce genre de match où il y a 30 tirs au but d'un côté, pratiquement aucun. Donc, c'est quand même pas facile d'apprécier ces matchs-là. Mais là où je rejoins totalement Julien, c'est que en fait, on sent quand même il y a un début de patte, et notamment sur le point de vue de l'état d'esprit. Mon analyse de la situation, c'est que en fait, Tuchel, il se dit, je vais pas révolutionner l'équipe d'un point de vue tactique. C'est quelque part, il aura pas le temps de changer les choses là-dessus. Il va pas changer fondamentalement la composition du 11. Il y aura des changements à la marge, mais ça sera toujours les mêmes joueurs. En revanche, ce qu'il veut changer vraiment, c'est l'état d'esprit autour de l'équipe, quoi. Et là, on sent qu'effectivement, il est en train d'impulser quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est quand même plutôt, optimiste, le bilan. Après, Julien, il est très optimiste que n'importe qui derrière Southgate, il aurait trouvé ça excellent. Donc c'est pour ça. Ah oui, alors d'ailleurs, je tiens à dire que moi, je suis un pro Southgate. Hein. Ah, je savais, c'est vrai. Attends, mais parenthèse, pro Southgate par rapport à quoi? Les résultats, c'est les résultats peut-être? Bah ouais, non, en fait, j'adore Julien, mais il y a un truc que j'ai jamais compris. Je trouve que tu as toujours été trop sévère avec Gareth. Parce que je trouve que c'est un mec, déjà humainement, il est remarquable. C'est un mec intègre, c'est un mec humble, ouais. C'est un mec drôle. Je veux dire, dans le milieu du foot, tu croises tellement de gens tordus que quand tu as un mec qui est abordable et qui dit ce qu'il fait et qui a une certaine intégrité, c'est déjà appréciable. Et en fait, moi, j'ai tellement le souvenir de l'Angleterre d'avant. Par exemple, ce qui s'est passé à l'Euro 2016, c'était tellement la catastrophe. Je trouve qu'il a quand même amené l'équipe en termes de résultats, c'était quand même assez remarquable. Là où je rejoins Julien, c'est qu'effectivement, et c'est là où il y avait un changement nécessaire, c'est que tu sens que l'Euro 2024, dans le contenu du jeu, ça y était pas. Mais je trouve qu'avant, par exemple, la Coupe du Monde 2022, moi, j'avais trouvé, franchement, tu vois, ils perdent contre la France, c'était pas du tout ridicule. Ils avaient presque mieux joué que la France. Je veux dire, jusqu'à l'Euro 2024, je trouve que son bilan, il est très, très, très bon. Voilà. Bon, c'était une parenthèse mais très amicale. Intéressant. Droit de réponse de Julien Laurence, peut-être, rapidement, si tu veux.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Etienne. Il a aussi raison, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans des matchs peut-être un petit peu clés aussi, notamment la finale de l'Euro 2021 à Wembley, où pour moi, c'est en grande partie de sa faute si au final, il n'y a pas la victoire, parce qu'il y a quand même par moment trop de ressorts défensifs, on va dire, aux conservateurs de la part de Southgate. C'est tout. Ouais, pour moi, j'aurais voulu un peu plus avec cette génération qu'il avait. Il a quand même fait du très bon travail, on l'a dit souvent, notamment aussi d'avoir pacifié, et Pierre-Etienne le sait bien, parce qu'il suit la caravane des Anglais à chaque compétition. Il voit ce que c'est d'avoir les tabloïds autour, il sait ce que c'est cette pression médiatique, et donc pour ça il avait énormément pacifié. Et Tuchel a déjà eu un accueil très différent de celui de Southgate. On a senti beaucoup plus déjà pas de tension, parce que c'est peut-être un petit peu trop, mais des journalistes qui le poussaient un petit peu, qui ont voulu un petit peu chercher la petite bête, par exemple. Alors voilà, on n'est pas totalement hors sujet, parce qu'évidemment, l'ère Southgate a duré, on en a beaucoup parlé, notamment dans l'after et tous les lundis soirs dans les drôles de dames. Pour revenir sur ces deux matchs, on a eu l'analyse, le ressenti de Pierre-Etienne, et c'est vrai que dans le football de sélection, les gros comme l'Angleterre sont souvent et la plupart du temps confrontés justement à ces blocs bas, même que ce soit en qualif ou dans les compétitions en général, dans les phases de groupe désormais, puis les 8e voire 16e de finale avec ces compètes à rallonge. Est-ce que finalement c'est pas le plus dur, et d'avoir réussi justement, parce qu'on se dit que ça aurait pu être le piège contre l'Albanie, ça aurait pu être un 0-0 tout pourri, bon, d'avoir réussi quand même à gagner ces deux matchs, ça lance bien l'histoire quand même, Julien. Ouais, là c'est toi qui es gentil, hein. Oui, bien sûr. Non, mais après, ils sont souvent champions du monde des éliminatoires aussi, parce qu'en général, ça se passe toujours très très bien. C'était le cas sous Southgate, c'était même le cas sous Hodgson avant lui, puis d'autres. C'est après en compétition que ça s'est souvent gâté. Alors c'est vrai que Southgate a mieux réussi que les autres, mais donc je sais pas, ça va pas s'arranger. Ils vont en Andorre début juin. Après il y a un match amical contre le Sénégal, et après on aura le match en Serbie en septembre, qui sera là, à mon avis, la première. Le premier vrai test pour Tuchel et pour cette équipe-là. Mais voilà, on a le programme qui s'affiche aussi. D'ici là, on va avoir les deux matchs contre Andorre, on sait très bien ce qui va se passer. Bon, le Sénégal, ce sera intéressant de voir ça, mais ce sera en fin de saison, juste avant la Coupe du Monde des clubs aussi, donc pas forcément très facile à gérer. Mais donc oui, après oui, c'est sûr qu'il fallait gagner, c'était le plus important. Alors ça aurait vraiment mal démarré s'il n'avait pas gagné. Il a gagné, il a marqué des buts, il n'en a pas encaissé, il n'a pas laissé beaucoup à l'adversaire non plus. On a vu quelques changements intéressants, les positions de Bellingham par exemple, en défense centrale, Burn et Konsa et Gueye. On a vu les débuts de Lewis Kelly arrière-gauche, très, très prometteur aussi. Donc il y a eu quelques petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que tu as raison aussi, face à des adversaires pareils, tu ne peux pas non plus espérer trop. Et je rejoins aussi Pierre-Etienne, il avait raison de ne pas être peut-être aussi enthousiaste que moi sur ce qu'on a pu voir dans ces deux matchs, qui effectivement n'était pas non plus génial. On voit à l'image, pour ceux qui sont sur YouTube, où vous venez nous rejoindre, la composition de l'Angleterre contre la Lettonie, notamment sur le deuxième match. 74% de possession, 27 tirs à 3 pour l'Angleterre, 3,53 de XG contre 0,31. Effectivement, ils n'ont pas laissé grand-chose. Si on s'intéresse justement à la patte Tourelle, on reviendra sur l'état d'esprit un peu plus tard, c'est ce que tu nous disais, Pierre-Etienne, ça t'a marqué. Est-ce que dans le choix du schéma des hommes, là aussi, on voit une patte Tourelle ou pas encore finalement? Tu parlais, Pierre-Etienne, de l'état d'esprit, mais sur le terrain, pas plus que ça pour l'instant? Bon, je dirais que le changement, ce qu'il essaye de faire, c'est... en fait, il a acté d'une certaine manière ce qu'on sentait depuis longtemps, c'est que Kane ne peut pas du tout prendre la profondeur, et qu'en fait, il veut vraiment des ailiers qui mordent, qui sont tranchants, quoi. Et donc, le fait d'avoir mis Rashford titulaire les deux matchs, il y a vraiment ce côté... tu sais, de dire que Kane, désormais, c'est un mec qui finit les actions ou qui recule pour lancer des joueurs qui sont perforants, alors que parfois, tu avais l'impression que sous Southgate, c'était un peu, il privilégiait des joueurs sur les côtés, genre Foden ou même Saka, qui en fait sont plus dans le dribble pour fixer l'adversaire. Donc, tu as l'impression que là, il cherche plus de dynamique devant, de vitesse. C'est un changement majeur. Après, le changement, c'est surtout dans le choix des hommes, et je dirais la principale réussite de Tourelle dans ce rassemblement, et c'est quand même impressionnant, c'est qu'il y a des joueurs qui avaient très peu de vécu international, qui ont réussi très bien leur début, hein. Dan Burn, Lewis Kelly qui a marqué, Rich James, il avait 18 sélections, mais honnêtement, on a très peu de souvenirs de lui avec les Trois Lions, et il a fait sa meilleure sélection, hein. Voilà, donc il y a toute une série comme ça de joueurs qu'il a un peu lancé ou relancé, des jeunes joueurs qui n'avaient pas de vécu. Et donc ça, c'est quand même une vraie réussite. Donc je dirais, dans le schéma de jeu, il n'y a pas une énorme révolution, c'est plus dans la continuité, peut-être un peu plus de rapidité devant, et puis quelques nouveaux joueurs qu'il a réussi à faire émerger.
Julien, ce 4-2-3-1 avec Bellingham en 10, ces ailiers dont parlait Pierre-Etienne, c'est ça l'Angleterre Tourelle? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais il a aussi répété, on vient de le dire aussi, il n'y a pas beaucoup de temps. Il avait, lors du premier jour du rassemblement à St. George's Park, il a dit aux joueurs, on aura 60 jours ensemble jusqu'à la Coupe du Monde, 24 séances d'entraînement. Donc 24 séances d'entraînement, il leur a dit, on n'a pas le temps. Donc il va falloir se concentrer sur ce qui est important, l'état d'esprit, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera après. Et puis d'aller au plus simple finalement dans le système, dans le jeu aussi, dans le pressing. Je pense qu'ils vont essayer, surtout dans les gros matchs, parce que là, tu pouvais pas presser, ça va rien de presser, tu avais le ballon tout le temps. Mais dans les matchs peut-être plus compliqués, on verra ça. Oui, sur la rapidité sur les côtés. D'ailleurs, le deuxième match contre la Lettonie, c'est Rashford encore à gauche, mais c'est Bowen à droite. Et puis Foden qui n'a pas du tout le même profil. Bowen qui est vraiment ce joueur d'espace aussi, de profondeur, qui va très très vite avec ballon et sans ballon d'ailleurs. Donc ça, c'était intéressant. Et puis oui, Bellingham et Kane, très proches l'un de l'autre, quasiment parfois même en double meneur de jeu, puisque quand Kane décroche, c'est un peu son rôle aussi. On a vu la passe magnifique de Bellingham sur le but de Lewis Kelly contre l'Albanie pour ouvrir le score, par exemple. C'est ça qu'il recherche, c'est ça qu'il veut de la part de Bellingham aussi. Et en défense, il faudra peut-être attendre un petit peu parce que Trent Alexander-Arnold n'était pas là. Donc on a vu Walker, par exemple, lors de match contre l'Albanie. Mais je pense que Trent reviendra. On ne sait pas ce qui va se passer avec Maguire. Par exemple, est-ce que Maguire pourrait revenir dans cette équipe-là? Personnellement, j'espère pas, mais voilà, c'est un nouvel entraîneur, donc il est capable d'appeler qui il veut. Ce sera intéressant. C'est un petit peu dommage finalement qu'on ait à attendre jusqu'en juin. J'aurais bien voulu qu'on ait un autre rassemblement le mois prochain, un petit peu comme septembre, octobre, novembre. Là, on aura à attendre un petit peu plus. Il y en a déjà certains qui ont marqué des points, des gros points. Je pense par exemple à un Rashford qui vit des saisons compliquées depuis un moment, mais là, ça peut vraiment être Rashford le titulaire de l'Angleterre sur son aile gauche, Pierre-Etienne? En fait, il a une vraie difficulté. Southgate avait une vraie difficulté sur cette aile gauche. Il a essayé plusieurs choses. Il a essayé Grealish, Foden à l'Euro, et ça marchait pas trop. Rashford, là, je pense qu'il a relancé aussi parce que il l'a fait jouer les 2 matchs. Honnêtement, c'était pas toujours convaincant parce qu'il a beaucoup touché de ballon, mais il a eu beaucoup de déchets aussi. Et je pense que là, dans ce cas précis, c'était aussi pour le relancer, pour lui tendre la main. Parce que Rashford est vraiment, voilà, il sort de 2 saisons atroces avec United. Et donc là, ça va un peu mieux à Villa, mais c'est vraiment le début, quoi. Donc là, il y avait un côté, je pense, un message de dire à Tourelle, moi, j'ai confiance en toi, tu peux compter sur moi et je vais te laisser du temps de jeu. Après, est-ce que à terme, c'est difficile à dire si vraiment il compte sur lui, ça va dépendre. Il faut que Rashford continue à confirmer avec Villa, quoi. En revanche, on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas réussi avec Foden. Là. Foden, tu vois, il l'a mis à droite et ça n'a pas du tout marché. Donc, lors du premier match, le deuxième match, l'entrée de Foden, elle n'est pas bonne non plus. Donc, en fait, on voit que, voilà, aussi doué soit-il, Tourelle, il est aussi confronté à certaines limites auxquelles était confronté Southgate, c'est-à-dire comment tu intègres un joueur comme Foden, qui est très étiqueté City dans la manière de jouer. Et ben, en fait, il n'a jamais été vraiment transcendant en équipe d'Angleterre, Foden. Et pareil avec Bowen. Bowen n'était pas extraordinaire lundi soir. Non. Ouais. Julien, pareil, qui a marqué des points, qui en a perdu là selon toi sur ce rassemblement? Ouais, je suis d'accord sur Foden, c'est compliqué. Surtout que lors du deuxième match, donc Bellingham joue en 10 lors du premier match contre l'Albanie. Bellingham joue plus bas sur le deuxième match avec Rice à la place de Curtis Jones. Et c'est Morgan Rogers qui fait une très très belle saison. Lui qui est un grand espoir aussi anglais, qui fait une très belle saison avec Aston Villa. Mais ça aurait très bien pu être Foden dans ce rôle-là de numéro 10, qui aurait beaucoup plus collé d'ailleurs aux qualités de Foden. Donc pour moi, c'est pas du tout... c'est pas une coïncidence que Tourelle n'ait pas fait débuter Foden dans cette position qui était la sienne, vraiment. Ouais, c'est vraiment intéressant. Après, Cole Palmer n'était pas là non plus, il était blessé. Quand Palmer reviendra, comment tu pourras trouver une place pour Foden, pour Palmer, pour Saka, pour Bellingham, peut-être pour Rashford? Ça va être compliqué. Ça aussi qui sera intéressant de voir au mois de juin si tout le monde est fit et tout le monde est là. Et tu mets en avant la principale qualité de l'Angleterre, c'est cette force offensive. C'est vrai que là, la défense n'a pas été testée contre l'Albanie et la Lettonie. On a hâte de voir, et ce sera probablement plus le cas dans 6 mois contre la Serbie. Mais est-ce que l'équipe que veut faire Tourelle, son Angleterre, ça peut aller chercher la deuxième étoile avec la défense, les joueurs, les hommes de derrière? On a l'impression que c'est quand même le gros point faible de cette équipe anglaise, Pierre-Etienne. Bah pour moi, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que cette défense, si tu mets Reece James, enfin même Alexander-Arnold, John Stones,
Konsa, il a été très bon sur les 2 matchs. À gauche, t'as Lewis Kelly. T'as quelques. Franchement, en défense, je pense que ça peut le faire. Moi, le vrai souci qu'ils ont, et le vrai souci qu'ils ont depuis plusieurs années, en fait, c'est qu'ils n'ont pas un joueur au milieu qui peut contrôler le tempo du match. Quand tu regardes les principales défaites de Southgate, 2018 contre la Croatie en demi-finale, 2021 en finale de l'Euro, ou la finale du dernier Euro, c'est qu'à chaque fois plus ou moins le même scénario. Il y a un moment du match où les Anglais, ils ont plus du tout le pied sur le ballon, au milieu de terrain. Ils se font manger. Ils se font manger par Verratti. En 2021, ils se font. En fait, à un moment, tu as toujours un joueur, Modric. En 2018, c'était évident, les milieux espagnols. Et en fait, le souci qu'ils ont, c'est qu'ils ont un Declan Rice qui est un super 6 qui se projette, un box-to-box super joueur. Ils ont Bellingham, évidemment, qui est un joueur exceptionnel, un meneur de jeu désormais. Mais il te manque la 3e pièce au milieu, qui serait un joueur qui serait capable de contrôler le tempo du match et de résister à la pression adverse et de garder le ballon quand les choses tournent mal. Et en fait, ce joueur, c'était un peu Calvin Phillips à l'Euro 2021, mais il n'a pas confirmé, et puis c'est un peu faible. Là, il a essayé Curtis Jones vendredi là, contre l'Albanie. C'était pas totalement convaincant. Puis Curtis Jones, il n'est pas toujours titulaire non plus avec Liverpool. En fait, voilà, je pense qu'une des clés en vue de l'an prochain, il faut qu'il trouve un joueur qui ait les qualités, un joueur qui soit un 6, mais qui est vraiment du ballon. Et peut-être ça peut être le joueur de Crystal Palace, dont évidemment le nom ne revient pas. Adam Wharton. Adam Wharton, le jeune Adam. Alors lui, il aurait le potentiel pour le faire, mais il l'a pas pris. C'est étonnant d'ailleurs. Donc, mais autrement, t'as vraiment un vrai. Tu vois, Conor Gallagher, il a essayé Southgate. C'est pas vraiment ce profil-là non plus. C'est plus un combattant. Donc voilà, je pense que pour moi, la clé, elle est vraiment plus au milieu qu'en défense, selon moi. Julien, d'accord avec Pierre-Etienne, c'est ce joueur qui manque ou défensivement plutôt? Non, il y a un peu de ça. Après, oui, défensivement, je veux voir aussi. J'aime beaucoup Gueye, j'aime beaucoup Colwill. Colwill, c'est encore jeune et cette saison avec Chelsea, il y a un petit peu des hauts et des bas. Mais je pense que si tout le monde est prêt, ça peut être intéressant. Lewis Kelly à gauche, parce que Shaw et Chilwell, qui sont vraiment les 2 meilleurs arrière-gauche anglais de ces dernières saisons-là. Aujourd'hui, il est toujours blessé. L'autre, il a disparu complètement des radars. Il est à Crystal Palace en prêt. Même lui, Luke Shaw, d'ailleurs, je me demandais, il n'a pas joué depuis l'Euro, Luke Shaw, en fait. C'est un truc de fou quand même. Je crois qu'il a joué à un match, je crois peut-être. Et encore, je suis même pas sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou la série de blessures qu'il a. Donc, Lewis Kelly a vraiment une carte. Lui qui a un 6 en plus, qui a été 6 pendant toute son adolescence au centre de formation d'Arsenal, qui joue arrière-gauche parce que Arteta voulait quelqu'un là et surtout voulait un arrière-gauche qui puisse ensuite jouer au milieu en phase de possession pour Arsenal. Donc, c'est très intéressant, mais je pense que ça peut tenir la défense. Mais effectivement, au milieu, il faut trouver la bonne combinaison. Luke Shaw, la bagatelle de 2 matchs en 2024-2025, effectivement. Compliqué. Parlez-nous, les gars, de l'Angleterre. On a beaucoup parlé de Gareth Southgate en France tous les lundis avec Julien Laurens. Est-ce qu'il a été adopté ? On sait que ça a pu faire un peu débat, sa nomination avant, même si, tu nous le disais la semaine dernière, Julien, les Anglais, dans l'ensemble, sont plutôt contents d'avoir Tourelle, mais est-ce qu'il est définitivement adopté ? Est-ce que cette semaine, après ces 2 matchs, l'Angleterre trouve que Tourelle va dans la bonne direction ? Kane a dit de lui, juste, je cite, « Thomas Tuchel est fantastique, il s'est tout de suite intégré, c'est un plaisir de travailler pour lui, il a insufflé de la passion. » Bon, prends ça Southgate, mais voilà, Julien. Ouais, avant que Pierre-Etienne, donne son avis. Oui, moi, de toute façon, il est là maintenant. Autant que tout le monde soit ensemble, dans la même direction. Tu connais mieux les Anglais que moi, même s'il est là, ça les empêche pas de le détruire si on en a envie, quoi. Bien sûr, non, mais que le Daily Mail soit pas content qu'un Allemand soit à la tête de la sélection anglaise, bien sûr, mais ça, on le sait depuis le début, c'était évident. Et ils en font des gros titres partout, tout le temps. Est-ce que tu vas chanter l'hymne national ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Toujours. Donc ça, c'est pas étonnant. Il y aura d'autres tabloïds qui suivront aussi le pas, forcément. Après, dans les publications notamment plus sérieuses, c'est un petit peu dur, mais plus traditionnelles, on va dire. Oui, on regarde plus ce qu'il fait tactiquement, on regarde cet état d'esprit dont on parle depuis tout à l'heure aussi. Et pour l'instant, ça, les Anglais sont plutôt contents. Donc, et c'est aussi, en Angleterre, il a laissé une très bonne image de ce qu'il a fait à Chelsea, de la Ligue des Champions, de comment il est arrivé en moitié de saison et qu'il a tout changé. Donc voilà, il a une très très bonne image aussi en Angleterre, qui l'aide, mais c'est vrai qu'après, il faudra des résultats sur le terrain. Pierre-Etienne.
Ma vision du truc, moi, mais je pense que Julien est mieux placé que moi pour en parler, c'est que j'ai eu l'impression qu'à sa nomination, c'est surtout les tabloïds qui lui sont tombés dessus. Et comme l'a dit Julien, le Daily Mail a dit, genre de mémoire, que c'était un jour noir pour l'Angleterre. Ouais. Sympa, ouais. Bienvenue Thomas. Et depuis, là, ces derniers jours, bon, il a été fort. Hein. Ses prises de parole, c'est vraiment balèze. Et il s'exprime dans un anglais absolument remarquable. Il fait des blagues, de l'humour, ses formulations de phrases sont parfois meilleures que le font en anglais quand il s'exprime. Bah, franchement, c'est remarquable. Donc, et puis il a l'humour. Donc, mais c'est sûr que c'est un petit peu, si tu veux, c'est un slalom géant où la moindre petite faute de quart va déclencher une avalanche, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre le moindre petit écart. Et donc là, j'ai regardé quand même. Tu vois, le Guardian a fait un papier pour dire. Il faut faire attention quand même parce que Tourelle, il valorise vachement les leaders comme Kane, Jordan Henderson, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a des joueurs blacks qui peuvent être aussi considérés comme des leaders et on ne considère jamais les leaders comme... Donc, en gros, la chronique était très bien tournée, mais tu sentais que, en gros, la moindre chose qu'il peut dire qui peut prêter à polémique va potentiellement faire polémique. Et par exemple, on lui a reproché aussi, ça, il y a une longue chronique dans le Times qui lui reproche, en fait, il a critiqué le fait qu'Arteta avait titularisé Declan Rice pour le match retour contre le PSV. Donc, vous vous souvenez, le PSV, Arsenal avait gagné 7-1. Et au retour, c'est vrai que le match avait aucun intérêt, mais c'est vrai qu'il était titulaire et qu'il avait joué une grande partie du match, Declan Rice. Et donc, on lui demande, mais est-ce que vous allez faire attention, Thomas Tourelle, par rapport au monde des clubs? Il dit, bah non, parce qu'en fait, Arsenal, ils font n'importe quoi. J'exagère un peu, mais ouais. Et donc, il y a une chronique dans le Times qui dit, il devrait pas s'attaquer à Arteta, c'est pas son combat. Enfin, je veux dire, la moindre petite formulation qui peut prêter à débat, on ne lui pardonnera pas. Rien lui sera pardonné. Après, Tourelle, on le connaît, et ce que tu nous dis, Pierre-Etienne, Julien, ça nous rappelle aussi ses débuts au Paris Saint-Germain. C'était pareil, il y avait une espèce d'opération de séduction avec la France, avec les médias, il avait été très sympa. Bon, on se souvient comment ça s'est terminé aussi, quoi. Ça, les Anglais le savent. Oui, ils le savent. De toute façon, il est charmeur. Il était très charmeur. Pierre-Etienne et moi, on l'a rencontré plusieurs fois. On le connaît bien. C'est pas nouveau. Pierre-Etienne a tout à fait raison aussi sur le fait qu'ils attendent de toute façon. Mais c'est pas que Thomas Tuchel. Hein, c'est pour n'importe quel sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Si tu dis le mauvais truc, alors Southgate, ça passait bien parce que tout le monde l'aimait beaucoup, etc. Mais avant, c'est comme ça ici. Et même ce que Tuchel a connu en tant qu'entraîneur de Chelsea, ce sera même différent parce que là c'est décuplé d'être entre des sélectionneurs de l'équipe d'Angleterre, c'est un truc de malade vraiment. Donc ça, je pense qu'il le sait. L'avantage, c'est qu'on sait que ça durera que 18 mois, Thibaut. C'est ça la différence avec Chelsea ou le PSG, c'est que sur 18 mois il peut se tenir, il peut ne pas s'embrouiller avec les gens au-dessus de lui, avec les gens de la fédération, avec ses patrons à lui. Au PSG, ça avait été compliqué parce qu'il y a un moment où il explose, tu vois, quand les choses vont pas dans son sens ou quand les gens sont pas d'accord. Pareil à Chelsea, avec Todd Boehly, avec les nouveaux propriétaires, etc. Là, sur 18 mois, vu qu'il verra tout le monde qu'une fois par mois et puis parfois rien pendant 5 mois, ça devrait aller, je pense. Il doit aller chercher la 2e étoile. Est-ce que vous diriez que tout autre résultat que ce titre de champion du monde, ce serait un échec? Pierre-Etienne, je t'ai vu sourire. Oui, bah c'est la mission qui lui a été assignée et ça rejoint ce dont on parlait en fait. Moi, je pense qu'une des clés, ça va être qui trouve le playmaker dont je parlais là, de trouver le milieu qui arrive à faire du lion, à garder le ballon. Et puis, ça va être vraiment résister à cette pression parce que Julien en parle très bien, mais on se rend pas forcément compte, vu de France, ce que c'est. C'est vraiment, vraiment dingue. Et même les techniciens qui sont habitués à la pression, ils finissent par craquer. Moi, j'ai vu Roy Hodgson, après l'élimination à l'Euro 2016, à un moment, il a fait une conf de presse qu'on lui a forcé de faire, il s'est barré. Et en fait, les gens de la Fédé étaient allés le chercher en disant non, tu dois encore parler. Non, je veux plus parler. Enfin, et un truc qui m'avait marqué aussi, c'est que Southgate, qui était un des mecs les plus brillants que j'ai jamais rencontré avec les médias, qui maîtrisait tout, qui connaissait tous les pièges à éviter, il déminait tout. Et ben même Southgate, avant la finale de l'Euro 2021, il dit n'importe quoi. Trop de pression, trop de sollicitations, et il dit ouais, je pense que pour cette finale, on va retrouver l'état d'esprit qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que Wembley, ça serait un peu comme quand on était sous les bombes. Mais il a dit, mais une comparaison. Mais le mec, alors que c'est le mec le plus fort. Tu vois. Mais parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Soit les critiques sont hyper dures, soit l'euphorie contamine les joueurs. Et en fait, et donc, s'il arrive à gérer ça, je pense que ça peut le faire. Mais ça va être une des clés. Hein. Julien, rapidement en 30 secondes, il va gérer ça? Il va les emmener à cette 2e étoile?
Je pense qu'il en est capable. Je pense qu'ils peuvent aller au bout. Oui, effectivement, ça dépendra de beaucoup de choses, encore une fois. Mais je pense qu'il a la mentalité pour. Il va savoir leur transmettre cette mentalité. Après, on verra aussi le tirage, la forme du moment. Kane, dans quelle forme sera Kane dans un peu plus d'un an. On ne sait pas, personne ne sait. Donc on verra. Mais oui, je pense qu'ils feront partie des favoris, sans aucun doute. Merci beaucoup les gars, merci Julien, on te retrouve la semaine prochaine bien sûr. Merci d'avoir été là, Pierre-Étienne Minonzio, on te lit dans l'équipe, merci beaucoup. À très vite, merci d'avoir été là, c'était un plaisir. Et merci à vous bien sûr d'être là, fidèle à l'After Angleterre. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur une plateforme audio, sur YouTube, la chaîne de l'After. Et on se retrouve la semaine prochaine, on est là toutes les semaines avec Julien. Ciao. RMC After Angleterre.